Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de Rabbin dans la Cité, aujourd'hui consacrée aux nouveaux défis du milieu scolaire. L'école, en effet, est aujourd'hui confrontée à de nombreux problèmes. Violence, harcèlement, drogue, impudeur, perte de valeurs et de repères, troubles de conduite. L'indiscipline d'ailleurs est citée comme problème numéro 1 par le classement PISA, qui est réalisé par l'OCDE, qui classe les pays et les écoles sur la qualité de l'enseignement. Nombre de ces problèmes sont assez récents, pour ne pas dire très récents, et les actions pour y répondre ne sont pas toujours à la hauteur, a fortiori à l'heure du numérique qui a pour effet généralement de maximiser tous ces problèmes. Alors quels sont ces problèmes et comment y faire face? Tâchons d'ausculter les maux dont souffre aujourd'hui le milieu scolaire. Pour répondre à ces problématiques, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rava Moyel, fondateur du réseau scolaire Ozar HaTorah, actuel vice-président, avec 18 écoles et 3000 élèves, de la crèche à la terminale, avec aussi un séminaire et qui a créé nombreux kolélim. Rav Israël Meir Kremizi, je vous retrouve également pour cette nouvelle émission. Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Yosef Meir à Montréal, thérapeute sur la ligne d'écoute Torah Box et intervenant habituel et connu de nos fidèles sur Torah Box. Ma première question, je vais m'adresser à Rava Moyel. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dresser, pour commencer cette émission, une cartographie des principaux fléaux auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui dans l'univers scolaire? Je parle d'école juive. En France, le problème est d'abord, il y a un premier problème pour les écoles juives, c'est que la Aliyah a fait partir un certain nombre de parents d'élèves, surtout dans les années 2016. Par expérience, sur les 30 ans ou 40 ans que je menais des écoles juives en France, eh bien, on n'a pas eu vraiment de gros problèmes dans ce domaine-là. Peu de drogue, très très peu. On a réglé le problème, malheureusement, ou bien on arrête ou on renvoie l'élève, parce qu'on ne peut pas, c'est beaucoup trop dangereux de garder un élève comme cela. Bon, le fait que les écoles secondaires ne sont pas mixtes, ça élimine aussi un certain nombre de problèmes concernant les rapports garçons-filles. Et puis, il y a des problèmes d'indiscipline. Alors cela existe et notre manière de les régler, c'est la formation des professeurs et des chefs d'établissement. On a comme ça des séminaires où on enseigne aux professeurs non seulement à enseigner, mais surtout aussi parce qu'une classe qui n'est pas tenue, eh bien, n'apprend pas. C'est pas compliqué. Et là, c'est vrai, il y a des problèmes. Mais en général, les chefs d'établissement, quand ils se donnent, eux, à leur travail comme il faut, arrivent à juguler ces problèmes. Mais si vous voulez, dans l'ensemble des problèmes que vous soulevez, chez nous, c'est le seul problème auquel on a eu réellement à faire face, c'est l'indiscipline des élèves. Rav Kremizi, est-ce que vous souhaitez apporter un complément à cette première ébauche de cartographie dressée par Rava Moyel? D'abord, parler devant Rava Moyel, c'est difficile, en année d'expérience, mais je pense qu'on peut peut-être rajouter quelque chose dans ce qui arrive. On est passé d'une éducation, on va dire, pré-guerre, pré-deuxième guerre, on va dire jusqu'en 1960, où les enfants n'avaient aucun droit, les professeurs avaient tous les droits, l'école avait tous les droits, et on était un petit peu dans l'anarchie versus l'enfant. L'enfant n'avait pas de droits, et malheureusement, ça a créé que beaucoup d'enfants ont décroché scolairement à un âge très jeune où ils n'ont pas pu continuer leur année scolaire. On a eu un retour de la médaille où on a rendu l'enfant un peu roi. Ça veut dire que l'enfant avait tous les droits et que les parents se sont un peu rebellés contre le système scolaire en général et que à la place de prendre un petit peu leur pantalon et de dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est grave, tu as raison, on a donné que les enfants avaient tous les droits et les établissements scolaires avaient tous les torts qui puissent exister. Ce qui a causé énormément de difficultés. Et aussi, je rajouterai encore un petit point, le manque de respect que les professeurs, je ne parle pas des professeurs de Torah,
Je parle surtout des professeurs séculiers et dans les écoles goy, où on est passé du professeur qui avait une certaine statut de véritablement professeur à avoir un enseignant qui enseignait une matière, mais pourtant qui était peut-être déconnecté véritablement de la personnalité de l'enfant. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité dans une certaine ville et j'ai vu un professeur à sortie d'école en tongs, en short et avec un petit t-shirt, en train de courir derrière ses élèves, une école goy, et il essayait de faire la discipline à ses élèves. Et là, je me suis arrêté une seconde et je me suis dit, si j'étais un enfant et j'avais un professeur qui arriverait en tongs et en short et en t-shirt, comment voulez-vous que je le respecte? Si lui-même ne se respecte pas son travail d'enseignant, de professeur, d'éducateur, il nous est difficile à nous de pouvoir, en tant qu'enfant, de pouvoir l'éduquer. Ça a créé que beaucoup de parents se sont un petit peu délaissés de leur rôle d'éducation. Ça veut dire que l'école, elle est là pour enseigner aux enfants, pour pouvoir essayer de maximiser le temps que nous avons avec les enfants, 6-8 heures par jour, pour pouvoir leur enseigner. Mais il ne faut pas oublier que l'école n'est seulement un partenaire dans l'éducation des enfants. L'éducation des enfants appartient aux parents et il y a la responsabilité de l'école, mais aussi il faut que les parents sont derrière pour pouvoir supporter les enfants et les parents et l'école au moment de difficulté. Quand nous avons une démission de certains parents, où les parents disent « Ah, mais ce n'est pas mon problème, l'enfant est chez vous, débrouillez-vous avec ses problèmes », alors véritablement, nous arrivons à avoir certaines difficultés. Donc, pour pouvoir reprendre un petit peu, je pense que d'abord, il est excessivement important que les parents respectent l'établissement où ils sont. Ça veut dire que quand le directeur, quand le professeur va appeler, qu'il doit y avoir obligatoirement un retour des parents, à savoir si un professeur s'est donné la peine d'appeler un parent ou un directeur a appelé les parents, savoir votre fils X, Y, Z, qu'est-ce que vous avez fait à travers ce que vous donnez. Rappelez l'école, que l'enfant comprenne qu'il y a une communication ouverte entre les parents et l'enfant, numéro 1. Numéro 2, que les enfants comprennent bien qu'ils sont un établissement choisi par les parents et qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est un choix que les parents ont fait et que l'enfant ne peut pas se comparer à d'autres écoles, à l'école mixte, à l'école moins religieuse, à l'école plus religieuse. L'enfant est là à travers le choix des parents. Quand l'enfant a compris ces deux choses, qu'il y a une communication ouverte entre les deux, parents et élèves, élèves-parents, parents-professeurs, professeurs-élèves, et que nous avons ce respect mutuel de l'établissement où on est, alors automatiquement, on a restreint de beaucoup la possibilité de l'enfant de pouvoir manquer de discipline à l'école sans avoir véritablement de conséquences. Il est obligatoire que l'enfant comprenne que l'école est un travail à temps plein. Ce n'est pas un travail de demi-journée, l'école, mais pour cela, il faut qu'il y ait des règles à respecter et il y a des conséquences qui puissent arriver à certains enfants qui ne se comportent pas. On ne parle pas de punition, on parle de conséquences pour que l'enfant reste dans le cadre, dans le chemin de l'école, dans le lit de l'école pour pouvoir apprendre et pour pouvoir recevoir de ses enseignants. Merci Rav Kremizi. Vous avez commencé votre intervention avec un début de rétrospective et je voudrais la poursuivre avec Rav Amoyel. Si on se projette dans le passé, quelques décennies avant, quelle est l'évolution des problématiques aujourd'hui que rencontre le milieu scolaire? Est-ce qu'il y a une évolution forte et quelle évolution constatée? Évolution sûrement. Je pense que là, il y a, comme le disait Rav Kremizi tout à l'heure, mais il y a une nécessité absolue d'avoir à la fois de la rigueur et aussi un contact agréable avec les élèves. C'est-à-dire que si le professeur sait à la fois respecter l'élève, mais être aussi exigeant dans son travail, dans le temps, dans les périodes de classe, l'exigence que l'on a d'une part, mais aussi la sympathie qu'on a d'autre part, eh bien cela peut être
et ça, il y a eu une évolution. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme il disait tout à l'heure, le Rav Frémézy le disait tout à l'heure, ou l'enfant roi, ou au contraire, l'enfant qui n'a pas la parole, après mai 68, on a Il y a une rupture. on a une rupture. Et je me souviens, par exemple, quand je dirigeais une école à Strasbourg, c'était dans les années 69, après mai 68, eh bien, je négociais avec les élèves la possibilité d'aller faire une démonstration avec les autres écoles, mais à condition d'avoir fait leur travail, les compositions, les travaux sur table, etc., avant de partir. Et je pense que l'ensemble de l'exigence et aussi de la sympathie, c'est quelque chose qui est très important. De plus, ce qu'on a essayé de développer aussi dans l'école juive, c'est des activités. Par exemple, on a une école dans le 13e où eh bien, le chef d'établissement a créé pas des cours, mais enfin une possibilité de faire de l'aviation, de faire des choses comme ça qui attirent les élèves et qui leur donnent envie d'être dans cette école. Je crois que je pense que le plus important, c'est que les élèves aiment leur école. Et là, c'est ça l'évolution que nous avons connue depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a fait en sorte que les élèves soient fiers d'appartenir à une école de Torah, soient fiers d'être notre élève et n'aient pas envie d'aller ailleurs, au contraire. Et donc, de ce fait, la discipline s'est améliorée dans beaucoup de domaines. Maintenant, je pense que le rôle des chefs d'établissement est très important dans l'exigence, tout en conservant ce lien qu'il peut recevoir les élèves, etc. Je demande souvent aux élèves, combien de fois tu as vu le directeur ? Alors, ils sont tout fiers de me dire, eh bien, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a parlé gentiment, etc. Et ça change tout. Voilà. Maintenant, des problèmes, il y en a toujours. Mais maintenant, nous avons, en tout cas, dans les écoles juives, nos écoles, mais je pense que tout le monde passe par la même chose. Le grand problème, c'est que il faut faire face aux problèmes financiers. Et ça, c'est pour nous, responsables d'organisation ou d'établissement, c'est le premier problème. Merci Rav Amoyel. Vous avez parlé de l'importance pour les enfants et les familles d'aimer, d'apprécier l'établissement dans lequel ils sont scolarisés. Ce serait un rempart finalement à nombre des problèmes qu'on imagine et dont vous avez dressé la cartographie dans le milieu scolaire. Malgré tout, je vais me tourner vers Rav Frémézy pour poursuivre un peu sur cette idée. En tant que thérapeute et intervenant fréquent sur la ligne d'écoute TorahBox, est-ce qu'il y a un profil de famille ou d'enfant à risque et si oui, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à s'alerter sur des problèmes rencontrés dans l'établissement ? Dépistage, en fait. Tout d'abord, il est certain que chaque changement familial, qu'il soit bon ou moins bon, amène l'enfant à une difficulté. On va prendre les bons et les moins bons. Prenons une maman qui vient d'avoir un petit bébé. Il est certain que c'est un bonheur dans la famille, Baruch Hashem, Mazal Tov, mais il y a un relâchement dans certaines choses, dans les devoirs, dans la ponctualité, dans la maison, la façon qu'elle va être gérée. Alors, tout d'abord, chaque parent, quand il y a un changement qui est fait, les professeurs sont là. Lâchez un coup de téléphone à votre professeur, à votre directeur. Sachez, monsieur, je viens d'avoir un petit bébé. Pendant les quelques prochains jours, peut-être les devoirs ne seront pas à jour. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de ramener la possibilité rapidement. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que l'école n'est pas au courant. L'enfant arrive à la maison, ses devoirs ne sont pas faits parce que sa maman n'a pas pu l'aider, la maman est occupée, il arrive à l'école, il se fait punir, il commence à créer une certaine haine envers son professeur, et là, automatiquement, quand il commence à sentir que le professeur ne l'aime plus, il ne peut plus apprendre, et là, on rentre dans une certaine façon de réfléchir et de voir que la vie, elle va être différente. Ça, c'est une façon positive. D'autres difficultés,
par exemple, un père et une mère qui vont divorcer. Il va y avoir des changements chez l'enfant. Est-ce que l'école est au courant? On n'est pas obligé de rentrer dans chaque problème de shalom bayit qui existe entre un père et une mère. Mais quand nous avons des problèmes réels, quand un père et une mère vont divorcer, le père a quitté la maison, la maman a quitté la maison, il y a eu de la violence physique, pas au courant, que l'enfant passe par un certain traumatisme, il nous est quasiment impossible de pouvoir connecter avec l'enfant. Je ne dis pas qu'on va laisser certains passe-droits, mais on peut prendre l'enfant, parler à l'enfant à travers le directeur, lui dire regarde mon fils, si tu as un problème, viens me voir, si tu as un problème avec papa, avec maman. Des fois, quelques petits mots entre la direction, le professeur et l'enfant, et que l'enfant sait pertinemment qu'il y a quelqu'un qui est au courant de son problème, ou s'il y a une difficulté, il peut se tourner vers la direction, vers le professeur. Déjà, on a désamorcé énormément. La troisième qu'il peut avoir, c'est qu'un enfant, il faut savoir qu'il passe pratiquement 12 ans, de la maternelle à son bac, 12 ans d'écolage. Sans le gars, nous, il passe encore 3 ans. Donc, on parle de 15 ans de vie d'un enfant, où principalement, l'enfant va se construire durant ces 15 ans, depuis qu'il a 2 ans jusqu'à qu'il va avoir 18 ans. Il va passer 15 ans d'école. L'école doit être un endroit agréable chez l'enfant. Bien sûr, comme chacun de nous, agréable est un grand mot. Des fois, nous sommes plus heureux, des fois, nous sommes plus malheureux. Mais en général, nous sommes heureux dans notre vie. Un enfant qui revient tous les jours, jour après jour, en pleurant, en ayant des complaintes sur ses élèves, sur ses amis, sur son professeur, sur son directeur, vrai ou fausse, il est obligatoire aux parents de s'asseoir avec l'enfant et de pouvoir décortiquer où se trouve la problématique et quelles solutions nous devons apporter, que ce soit avec le professeur, les parents, les élèves, la structure scolaire, le trajet, des fois que les parents prennent un enfant pendant 2 heures pour aller l'amener à l'école, qui peut être fatigant, mais il est obligatoire qu'un enfant doit revenir à la maison, en général, dans la majorité du temps, avec du bonheur et un sourire. Un enfant qui est malheureux ne peut pas apprendre. Si nous voyons un changement d'humeur va être constant chez nos enfants, une rébellion, un enfant qui veut plus nous parler, un enfant qui s'enferme dans sa chambre, un enfant qui veut plus aller à la synagogue, un enfant qui arrête de faire ce qu'il aimait faire, doit sonner et tirer les sonnettes d'alarme aux parents, aux professeurs, pour pouvoir se poser la question, que se passe-t-il et comment sommes-nous capables de pouvoir améliorer la situation? Merci Rav Kremizi. Je poursuis l'échange avec Rav Amoyel en ce qui concerne les solutions pour faire face aux agressions entre guillemets du monde extérieur. On est dans une société ultra numérisée où je suppose qu'il y a le problème à Zaratora, ou en tout cas vous allez nous dire comment vous le traitez, le problème des téléphones connectés, des smartphones. Est-ce qu'il y a des établissements comme ça, Arche de Noé, où on demande de poser aux enfants le téléphone à l'entrée de la classe ou à l'entrée de l'établissement? Comment faire? Parce qu'aujourd'hui, le smartphone est vraiment un élément, je pense, perturbateur dans le milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le regard en tant que fondateur du réseau de Zaratora? Oui. Il y a un autre problème que nous n'avons pas soulevé et que je voudrais soulever. Je reviendrai au smartphone si vous voulez. Mais c'est le problème de la sécurité. Oui. Aujourd'hui, en France, et entre autres à Paris, aujourd'hui, maintenant, aucun de nos élèves ne sort en kippa. Ils doivent mettre des casquettes. Puisqu'on ne permet pas aux enfants d'avoir la tête découverte, donc les enfants mettent des casquettes et malheureusement essaient d'éviter toute apparence trop juive, etc., parce que ça devient dangereux. Et ça, c'est un problème auquel nous sommes confrontés en France. Bon, moi, je voudrais bien qu'ils fassent tous leur alia, ce serait beaucoup mieux comme ça. Mais pour le moment, c'est pas ça. Et tant que les parents sont là-bas, il faut le... Donc ça, c'est un problème, effectivement, qu'il nous faut aujourd'hui traiter. Et maintenant, je sais que les enfants se sont habitués. Ils ne s'agglomèrent pas trop ensemble à la sortie de l'école, etc. Parce qu'on doit éviter les bagarres, on doit éviter les provocations, etc. de l'extérieur.
Quant au problème du smartphone, ben, là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je crois qu'en général, maintenant, on demande aux enfants, il y a même des endroits où on installe des petits casiers où les enfants mettent leur smartphone et le reprennent en partant. Parce que les smartphones en classe, c'est pas possible. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des moments où il faut avoir une exigence absolue, sinon on n'en sort pas. C'est tout simplement, on n'en sort pas. Mais ça, c'est inversement, par exemple, il y a des enfants qui ont des problèmes et qui ont besoin d'un ordinateur. Alors ceux-là, au contraire, on les laisse avoir leur ordinateur et on fait en sorte qu'ils puissent agrandir, par exemple, quand ils ne voient pas bien, etc. Le cours qu'on peut, il faut aussi se moderniser, il faut aussi, si vous voulez, vivre avec son siècle. Mais dans l'ensemble, je veux dire, l'école juive est saine. Ça, je crois que c'est important à dire. L'ensemble des écoles, en général, l'école juive est saine. Il n'y a pas de gros problèmes dans ce domaine-là. Par contre, les domaines de sécurité, d'abord, on a parlé tout à l'heure des problèmes de discipline. De discipline, etc. Et les problèmes de sécurité sont devenus des problèmes importants auxquels il faut faire face. Il faut assumer la sécurité. On n'est pas en Israël. Et donc, il faut faire en sorte que les enfants soient protégés, etc. Vous voyez, ces histoires de kippa, par exemple, à un moment, ça devenait très difficile. Les enfants se faisaient battre ou arracher la kippa, etc. Aujourd'hui, avec la casquette, on a résolu les problèmes. Mais j'ai un petit-fils qui a 12 ans, qui traverse tout Paris avec sa trottinette. Il va dans le métro avec, etc. Mais bien entendu, jamais il ne sort en kippa, etc. Voilà. Maintenant, bon... un gros travail a été fait. Il faut rester attentif. Il faut continuer à faire des séminaires de professeurs, mais aussi créer à l'intérieur de l'école des activités qui leur donnent envie d'aimer et de continuer à être dans l'école et de rester des Bnei Torah comme on a envie qu'ils soient. Merci Rav Amoyel. Rav Kremizi, je vais m'attarder avec vous sur la question du smartphone et à part l'objet en tant que trouble à l'assiduité des enfants dans le milieu scolaire, mais aussi sur tout le lot de vices et de fléaux, entre guillemets, qu'il peut apporter dans une école, avec l'effet des harcèlements. Ça veut dire qu'un enfant qui peut être à un moment donné mal à l'aise dans sa classe, alors l'harcèlement va se poursuivre avec les réseaux sociaux, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les dangers aujourd'hui qu'a apporté et qu'apportent les smartphones dans le milieu scolaire et quelles solutions éventuellement pour les endiguer? Tout d'abord, à revenir sur les smartphones, c'est certain que les enfants ne peuvent pas rentrer à l'école avec un smartphone. Et un jour, j'ai écouté d'un de mes grands maîtres, il disait quelle est la raison pourquoi on ne peut pas avoir un téléphone en classe? Il ne dit pas parce qu'on a peur qu'il va aller sur Internet, qu'il va naviguer, voir ce qu'il ne faut pas. Mais un enfant, quand il est dans une classe, il doit être concentré et savoir « je suis ici et maintenant il n'y a rien qui peut me déranger à part mon enseignement ». Quand vous avez un téléphone sur vous, vous êtes en permanence connecté avec le monde extérieur. Vous n'êtes jamais libre. Votre tête ne se situe pas en classe. Elle est 50% dans la classe, 50% à l'extérieur de la classe. Et ça déjà, on diminue le pouvoir d'apprentissage d'un professeur quand l'enfant est dans le monde extérieur et pas dans le monde de la classe. Donc, il est vital pour un enfant de rester connecté. Numéro 2, il est très important que les règles sont aussi suivies par le corps scolaire. Combien de fois je vois des professeurs, je dirais pas ni école juive ni école goy, ou bien les élèves n'ont pas le droit d'avoir de téléphone, mais le téléphone du professeur est posé sur le bureau. Sa femme l'appelle, ses enfants l'appellent, il sort du cours. En tant qu'élève, si on me demande certaines choses, la priorité, c'est de voir l'exemple de mes propres yeux. Il faut savoir que d'abord, les professeurs ont une énorme responsabilité de savoir que si on demande aux élèves de ne pas avoir de téléphone sur eux, de respecter la même règle. Pareil, quand il y a un élève qui vient dans un bureau chez un directeur, et je le dis souvent dans des conférences, si vous êtes directeur, un élève rentre, vous lui avez donné un rendez-vous de 15 minutes, le téléphone ne peut pas sonner. Laissez votre téléphone éteint.
vous avez donné 15 minutes, apprenez-lui le respect que vous avez pour lui en ne prenant aucun téléphone, à moins qu'il y ait une bombe dans l'école, que Dieu préserve, mais sinon, vous lui apprenez l'importance du temps. Vous lui avez fait cadeau et vous lui donnez 15 minutes, et souvent on lui prend 15 minutes de sa récréation, qu'il sent que véritablement, il y a eu 15 minutes données à 100% pour moi. Et ça, c'est un message qui est extraordinaire pour les enfants. Quand le directeur rentre dans le bureau et dit « Je suis occupé avec monsieur Untel, ne me dérangez sous aucun prétexte ». Le fait que l'enfant va l'entendre, qu'il est devenu important, que maintenant il ne va pas être dérangé pendant les prochains 15 minutes ou 20 minutes, va donner une importance à l'enfant que nous n'avons pas de mots. Par rapport à ce qui arrive aux enfants, les parents donnent des téléphones à leurs enfants, mais ils n'ont pas la moindre idée du danger qu'ils peuvent avoir. Que ce soit les comptes Facebook, que ce soit les comptes Instagram, que ce soit les groupes WhatsApp, les parents doivent comprendre que ce sont des milieux néfastes pour tout jeune. Exemple, combien de fois ça nous est arrivé de poster quelque chose en tant qu'adulte sur un groupe Facebook et nous avons 15 personnes qui disent « Oh, c'est pas beau, c'est pas joli, je n'aime pas ». Et même que nous sommes adultes, mariés, nous avons un dos assez large, ça nous fait quelque chose de savoir que nous avons 10 personnes qui ont commenté négativement ce que nous pensions qui était bien. Un bon cours de Torah, par exemple, une belle photo d'un rave, que les personnes, que pour nous c'était important à faire partager et que les gens autour de nous vont dénigrer. Il en reste que pour nous, il va nous faire une petite pointe dans notre cœur. Imaginez-vous quand vous êtes un enfant de 14-15 ans ou une jeune fille. Vous postez une photo de vous et vous avez 200 copines qui vous disent, ou 200 copains, mais tu es moche, tu es horrible, ta robe n'est pas belle, et ainsi de suite. Est-ce que les parents comprennent le danger de ce qui arrive? Il est certain que, véritablement, enlever ces enfants de tous ces comptes Instagram, Facebook, et je ne les connais pas tous, et Twitter et compagnie, serait obligatoire pour chaque parent, pas qui est religieux, mais qui a un petit peu d'amour dans le cœur de ses enfants. C'est donner une arme, un pistolet avec une balle et laisser son fils ou sa fille jouer à la roulette russe. Ça, il faut le savoir. Numéro 2, il faut suivre nos enfants. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va très rapidement. Combien de parents mangent encore le souper avec leurs enfants? Un moment très important. Les parents doivent tester le moment de leurs enfants. Comment mon enfant arrive à la maison? Est-ce qu'il arrive triste? Est-ce qu'il arrive joyeux? Est-ce qu'il est content? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Savoir tester et numéroter le comportement de leurs enfants. Avoir un œil sur leur compte Facebook. Si leurs enfants doivent avoir un compte Facebook, c'est pas méchant de dire « j'aimerais avoir ton code » pour savoir ce qui se passe. Si c'est caché, c'est qu'il y a un problème. Un enfant de 14 ans n'a rien à cacher à ses parents. Si tu parles de certaines choses qui ne sont pas correctes par rapport à ton âge, alors automatiquement, tu ne devrais pas l'avoir. Ce n'est pas parce qu'on a donné un téléphone à nos enfants que les parents doivent se déresponsabiliser en disant « tu vas gérer ta vie ». La vie n'est pas gérable. Quand vous avez 200 personnes qui se moquent de vous, l'enfant n'est plus capable de gérer. Il faut savoir qu'au Canada, il y a pratiquement chaque mois un adolescent qui se suicide suite à des comportements néfastes sur Internet. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler de 1 sur 3 milliards de personnes, mais on parle de centaines d'enfants dans le monde qui passent à des actes irréversibles à cause de certains comportements. Les parents doivent comprendre le danger véritable. Bien sûr, pas tout le monde peut interdire. Il y a des enfants qui en ont besoin. Mais ce n'est pas parce que mon enfant en a besoin que je dois me déresponsabiliser. De temps en temps, regarder comment il va, regarder ses amis, avec qui il parle, regarder sa façon de s'habiller, regarder comment il est. Gardons le contact avec nos enfants. On est capable de pouvoir savoir la journée de nos enfants de la façon qu'ils vont déposer leur sac à la maison. Un enfant qui jette son cartable, c'est un enfant nous envoie un message. Un enfant qui rentre à la maison qui n'a pas faim, c'est un problème. Un enfant qui avait une soirée ou une bar mitzvah ou une soirée chez un ami ou une amie qui ne veut plus y aller, doit tirer des ficelles d'alarme. Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant qui a acheté une paire de chaussures ou un habit
qui veut plus le poser et qui veut plus le mettre et qui veut le rendre, il doit tirer une sonnette d'alarme aux parents. Que s'est-il passé? Tu voulais tellement cette chaussure, pourquoi tu ne veux plus la mettre? Tu voulais tellement aller à la bar mitzvah de ton ami, pourquoi tu ne veux plus y aller? Ah, j'ai pas envie. N'acceptez pas des réponses qui ne font pas de sens. Allez plus loin dans le sentiment de vos enfants. Vous les connaissez mieux que vous. Ne laissez personne vous raconter des salades. Le Rav Eliashiv disait toujours, et il dit encore dans ses livres, n'oublions jamais que la seule et unique personne qui connaît ce que mon enfant a besoin plus que tout le monde, c'est nous en tant que parents. Nous savons ce qu'ils aiment, nous savons ce qu'ils aiment moins, et nous devons être à l'afflux de chaque changement pour ne pas, chas v'shalom, qu'un jour, on se retrouve après 3-4 mois, l'enfant ne mange plus, l'enfant est déprimé, l'enfant est suicidaire, l'enfant est drogué, l'enfant est rentré, mais je ne l'ai pas vu. Mais la question était, où étais-tu, parent, professeur, pendant les derniers 3 mois? Et je dirais une dernière chose, beaucoup de parents, quand les enfants leur parlent, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils ne comprennent pas quand un enfant vient chez un parent et vient se plaindre de quelque chose. La nature d'un enfant, normalement, est de ne pas d'avoir cette gêne de raconter ce que son professeur lui a fait, son ami lui a fait. Un enfant qui vient vous ouvrir son cœur et vous dire, tu sais maman, mon ami un tel me fait de la peine, ça lui demande un courage extraordinaire pour ouvrir son cœur à ses parents. Soyons attentifs, écoutons et essayons de trouver ensemble des solutions. N'essayons pas juste de repousser de la main, t'inquiète pas, demain ça va aller mieux. Ça va pas aller mieux demain, parce que demain tu vas devoir affronter un différent problème. Chaque jour a son lot de problèmes, chaque jour a son lot de solutions, et on est capable de pouvoir très souvent résoudre les problèmes quand ils sont à l'état minime, de trouver les solutions rapidement. À l'inverse, quand on laisse les problèmes grandir et monter, ils deviennent des montagnes, il est quasi impossible de pouvoir, en tant que parent, régler ces difficultés. Mais si nos enfants sont sûrs de notre amour, sont sûrs qu'ils ont quelqu'un avec qui parler à l'école, ils sont sûrs de savoir que quand ils vont parler, on va les écouter et que ça ne va pas rentrer dans l'oreille d'un sourd, alors on peut diminuer ces difficultés de bullying, on peut diminuer ces difficultés de violence qu'ils peuvent avoir entre garçons et entre filles, ces difficultés qu'ils peuvent avoir dans des réseaux sociaux. Un enfant doit être suivi et notre rôle de s'assurer que chaque jour, nous faisons notre maximum pour écouter, comprendre et suivre nos enfants. Merci Rav Kremizi. Avant de conclure cette émission, je voulais vous soumettre un cas que nous avons reçu. C'était une question au service Question Rav de Torah Box. Et je pense que ce cas illustre, à mon sens, parfaitement notre émission. Une jeune fille en école juive, aujourd'hui, parfaitement dans le Derech HaTorah, dans le chemin de la Torah et des valeurs qu'elle implique, Tzniout, comportementale et vestimentaire notamment, et Shomeret Negia, donc vigilante à l'interdiction des contacts avec le sexe opposé. Cette jeune fille nous écrit et nous dit « J'ai l'impression d'être toute seule dans mon école aujourd'hui à être vigilante sur ces problématiques. Il y a beaucoup de jeunes filles de mon âge qui ne partagent pas dans la pratique ces valeurs-là, qui, en dehors de l'école, à la limite à la sortie de l'école, sortent du sac à dos un jean, qui fréquentent déjà des garçons à un âge assez précoce. Je voulais vous entendre réagir à la fois sur comment on peut prévenir ces problématiques et aussi quelles pistes pour solutionner, parce que ça concerne peut-être plus de jeunes filles qu'on ne veut bien le croire en école juive. Rav Amoyel, est-ce que vous avez une réaction difficile, je le sais bien, mais sur ce cas-là? Oui, c'est un cas qui peut arriver, effectivement, mais le Rav Kremizi a donné toutes les solutions qu'il fallait utiliser pour faire face à ce genre de problème. Mais je pense que l'important, c'est le groupe. L'important, c'est que cette jeune fille, qu'on fasse en sorte que le groupe lui-même se resserre autour d'elle et l'aide à en sortir
et non pas se différencier des autres, etc. Et rester dans le chemin de la Torah. Je pense que ça, c'est très important. Ce que vous lui proposez, en fait, c'est d'essayer de trouver peut-être 2-3 personnes ou plus, Bezrat Hashem, qui partagent ses convictions dans la pratique, afin qu'elles qui vivent avec elle. Et fassent un effet tache d'huile positif. Voilà. Dans ce sens-là, c'est... En tout cas, juste une toute petite anecdote amusante pour ce que disait Rav Kremizi. J'avais reçu un élève quand j'étais chef d'établissement. J'avais reçu un élève et j'ai dit à ma secrétaire, écoutez, vous ne me dérangez pas à moins qu'il n'y ait le feu. Comme ça, en m'amusant. Et 5-10 minutes après, elle m'appelle. Je dis, mais il n'y a pas le feu. Elle me dit, oui, monsieur, il y a un incendie dans une classe. Est-ce qu'il faut appeler les pompiers? Voilà. En tout cas, merci de cette émission. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Bien sûr, bien sûr. Mais bien entendu, c'est... Et je crois qu'en tout cas, l'école juive, actuellement, en France, au Canada, je ne sais pas, mais en tout cas, l'école juive en France a fait énormément de progrès et est très, très aimée dans l'ensemble. Merci Rav Amoyel. Rav Kremizi, rapidement, le mot de la fin sur la lecture que vous avez de ce message assez poignant que nous avons reçu de cette jeune fille. Tout d'abord, je voudrais dire que les écoles juives, on a beaucoup moins d'enfants. Donc déjà, l'école par soi-même, elle fait un certain tri. Et que si nous avons dans les écoles juives un problème de drogue, c'est qu'il y en a 100 000 dans les écoles laïques. Si nous avons un problème de discipline, ça veut dire qu'il y en a d'autres beaucoup plus. C'est-à-dire que déjà, les écoles juives, Baruch Hashem, elles parlent à des parents qui ont un cœur, qui font un effort. Donc, il est certain véritablement que le choix de l'école juive n'est que le choix primaire et dernier pour maintenir et garantir les enfants dans le Derech HaTorah et Derech HaYira. Pour cette jeune fille, tout d'abord, il faut savoir que ça va dépendre de la jeune fille et du caractère. Une jeune fille qui est, on va dire, du style et qui est normalement une personne qui va se laisser à la mouvance et de suivre ses amis, s'il lui serait possible de changer d'école, ça serait pour elle la solution la plus rapide pour pas se sentir seule dans cette façon de faire et de se retrouver la seule en juive et en Shomer-Negia et ainsi de suite. Dans le cas où elle ne peut pas changer d'école, ou dans le cas où ses parents ne peuvent pas, ou même si elle est véritablement une personne qui ne va pas suivre tout le monde, elle n'est pas un mouton, mais à l'opposé, elle est une personne qui va combattre, lui trouver un professeur, lui trouver une personne avec qui on va la renforcer. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'Avraham Avinu était le seul croyant dans 2 milliards d'êtres humains. Le Zohar dit qu'au moment où Avraham Avinu a été jeté dans le feu de Kasdim, Nimrod lui a donné 2 milliards d'êtres humains qui lui a dit « Tu te trompes, Dieu n'existe pas ». Et pourtant, Avraham a cru. Pareil, on sait que nous mangeons des poissons, des écailles, des nageoires. Le Ramban Nachman dit pourquoi des écailles? Il dit parce que les poissons à écailles sont capables d'aller à contre-flot. Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous une possibilité de ne pas soumettre et ne pas courir vers le flot, d'aller à contre-flot et d'aller faire véritablement ce que nous pensons qui est bien. Donc, si elle n'est pas capable de changer d'école, ou ses parents ne peuvent pas pour X raisons, l'apprendre, lui donner une mora, lui donner une personne qui a passé ses difficultés et la renforcer tous les jours en lui faisant comprendre que dans elle, il y a cette force interne qui s'appelle un Neshama Yehudi, comme le Shulchan Aruch Harav le dit, le Pinkeliyid, la petite touche juive qui s'appelle Israël, qui est capable de surmonter toutes les difficultés. La laisser à elle-même, on ne peut pas. Le dire de partir, on ne peut pas toujours. Mais pourtant, renforcer son cœur dans elle-même et savoir qu'elle est dans la bonne voie et lui expliquer toutes les bonheurs et les grandes choses que Akadosh Baruch Hu va lui donner aux efforts qu'elle va faire, alors on pourra maintenir cette fille, passer ses années scolaires, son primaire, son collège et son secondaire pour pouvoir arriver le jour de son mariage, Bikdusha Uftara, avec sainteté et pureté, en l'ayant renforcée, elle deviendra l'exemple positif de toute son école. Messie Ata Dishmaya avec l'aide du ciel. Merci Rav Kremizi, merci beaucoup. Rav Amoyel, merci à tous les deux.
Merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité. Si vous avez des commentaires ou que vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Kol Tov. TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la source des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.